Bienvenue, chers téléspectateurs, à la première sortie du journal sur la télévision Pacifique. Voici les titres au sommet de l'actualité. Des heurts ont à nouveau eu lieu ce lundi 7 septembre entre des agents de l'ordre et les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Au moins un agent du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO est sorti blessé et les protestataires ont failli incendier un véhicule blindé de la PNH. 3 avocats du barreau de Port-au-Prince doivent être auditionnés par la DCPJ le mercredi 9 septembre dans le cadre de la procédure d'enquête autour de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Une correspondance émise par le parquet de Port-au-Prince a été adressée en ce sens à la bâtonnière AI Maître Nancy Suzy Legros. Appréciation spectaculaire de la gourde sur le marché d'échange, le gouvernement s'est décerné un satisfecit en promettant de tout mettre en œuvre pour rendre stable la monnaie nationale. Les travaux de construction du réseau électrique de la zone métropolitaine ont été officiellement lancés le samedi 5 septembre au centre-ville de Port-au-Prince. Ce projet rentre dans le cadre des promesses faites par le président de la République en vue de rendre disponible l'énergie électrique 24/24 dans le pays avant la fin de son mandat. À l'étranger, assassinat de Jamal Khashoggi, 8 peines de prison prononcées, les 5 peines capitales annulées. Restez branchés, ces titres et tant d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore des nôtres. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement. Des heurts ont à nouveau éclaté ce lundi entre des agents de la police nationale d'Haïti et des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince qui manifestaient en vue de réclamer justice pour le professeur Montferrier d'Orval abattu chez lui le 28 août dernier. À la rue Oswald-Durand et à la Lune notamment, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires qui, pour leur part, ont répondu à coups de pierre. Un peu excités, les manifestants ont failli incendier un véhicule blindé de la PNH. Au moins un agent du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO en est sorti blessé. Les étudiants, de leur côté, n'entendent pas baisser pavillon. Ils annoncent la poursuite de ce mouvement qui vise à réclamer justice en faveur de l'homme de loi et ils critiquent vertement le comportement des agents de l'ordre qui ont réprimé leur mouvement. Écoutons. Ça fonctionne, nous avons des étudiants qui ont mouru, nous avons des professeurs qui ont mouru, nous avons des hommes d'affaires qui ont mouru. Je ne dis pas là, le peuple ça va été zombifié. C'est vrai que nous avons développé une stratégie, nous avons fait caca, nous avons zombifié le peuple ça. Je ne dis pas nous, même en tant qu'étudiants qui ont battu dans l'université, nous disons la mort professeur n'a pas arrêté. C'est que nous pas un monde qui est impliqué dans cette malhonnête ça. C'est ça fait que nous sortons dans la rue je dis là. Regardez, professeur va cap mourir dans le pays. Moi-même en tant qu'étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques, nous vraiment consternés lorsque nous apprenons ça qui arrive au professeur. Le vendredi après-midi, moi-même personnellement, professeur a adressé, quand il a travail aux environs de 4 heures dans la faculté, il demande une information pour que le dit qui compte deuxième année juridique là. Et puis il dit là à l'étage. Quelques heures plus tard, soit 4 heures après, nous prenons apprendre que le professeur lui-même a perdu la vie. Je ne dis pas, nous n'avons pas un système. Nous n'avons pas un système qui a fonctionné comme ça. Quand il y aurait tout associé aux notes pour dire non, espace, université, pas arrêté fermé. Nous dit, président, il y a des gens qui sont prêts à mettre d'Orval pour mourir, pour sacrifier pour pays. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de la première instance de Port-au-Prince demande à la bâtonnière AI de l'ordre des avocats de Port-au-Prince de mettre à la disposition des agents de la DCPJ les avocats Wilguy Bessia, Mélior Joseph, Johnny Saint-Ville, ainsi que la secrétaire de Maître Montferrier d'Orval, Ketty Lindor. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la procédure d'enquête autour de l'assassinat de feu Montferrier d'Orval, selon une note portant la signature du chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Gabriel Ducarmel. Il faut faire remarquer que les avocats invités sont tous membres du cabinet d'Orval. Comme annoncé, des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti ont manifesté en vue de dénoncer la révocation de leur porte-parole Abelson Gros-Nègre au sein de l'institution policière et le climat d'insécurité générale dans le pays.
Alors que les protestataires voulaient se rendre au Champ de Mars où le mouvement devait prendre fin, arrivés à Poste Marchand, les forces de l'ordre ont fait usage excessif de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui n'ont pas pu atteindre la destination finale. Écoutons quelques manifestants. Présence dans la réalité, c'est contribuer à tout mouvement qui a fait échec avec pouvoir sanguinaire ça, pouvoir qui gangsterise le pays ça, pouvoir qui vole comme Petro-Caribéen. Alors Jovenel Moïse comme président pays, il a un seul rêve, c'est qu'il ait pouvoir de façon pour le remettre avec famille Matéli pour ne pas arrêter. Mais question procès Petro-Caribé. Nous-mêmes nous disons c'est bien qu'on est mal calculé parce que pas bien élection, a bien transition à plat pour faire procès Petro-Caribé et Jovenel. À partir de 7 février 2021, nous disons ça. Que l'ambassadeur attendez, parce que ça va travailler. Nous ne sommes pas responsables dans le pays comme président. Parce que nous fatigués, son pays gangsterisé, peuple dans la misère, il est en crasse, pas de courant, de chômage, insécurité, toute qualité de problème dans la. Mais est-ce que nous juste pour capable sauver la famille Matéli, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de supporter là? Je dis là, nous avons décidé de prendre la rue pour nous demander justice pour mettre Doval, pour demander justice pour le massacre qu'a fait en Bel-Air Riel Maria. L'autre jour, nous avons regardé le président qui débarquait avec toute force de la police, avec toute équipe, il débarquait. Et M. Gomba a fait, M. entré en dedans, direction générale de la police, M. Boté, toute munition qui gagne, il dit, il peut aller et non pas autre. Est-ce que le président son gueule d'avoir fait ça bien? Ou bien c'est résoudre, il va résoudre le problème peuple là? Pendant ce temps, nous avons ça qui a passé là, à quelques mètres du palais national. Mais la mère dit qu'il va laguer en bas, dans la Tibonite, non. La mère a marché là, à 5 mètres pour y Bel-Air, pour aller sauver le peuple Bel-Air. Et puis nous dit, c'est là la Tibonite qui va laguer la mère. Et puis, mon Bel-Air continue à mourir. Nous avons là la lutte qui s'est passé hier. Nous avons mourir en bas d'insécurité. C'est une raison, nous-mêmes, quand d'Haïti, nous prenons la rue. Dans le cadre de la 6e édition du dialogue communautaire déroulé le dimanche 6 septembre autour de la sécurité et de l'agriculture, le Premier ministre Joseph Jout, en sa qualité du chef du CSPN, a donné la garantie que l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval ne restera pas impuni. Pour lui, cet assassinat est un gros coup porté à l'intelligence, l'état de droit et la démocratie. En ce sens, dit-il, la police a déjà interpellé les suspects dans le cadre de ce dossier. Dans un temps pas trop lointain, les résultats de l'enquête seront connus, a informé le chef du gouvernement qui dénonce les tentatives de récupération politique de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. Appréciation de la gourde. La gourde nationale continue de s'apprécier par rapport au dollar vert. La semaine écoulée, le marché des changes a été l'objet d'une véritable spéculation où le dollar s'achetait à 85 gourdes dans certaines zones, alors que le taux de référence de la BRH dépassait les 100 gourdes. Intervenant le dimanche 6 septembre dans le cadre du dialogue communautaire, le ministre de l'économie et des finances dit croire que cette appréciation de la gourde par rapport au dollar américain est due en grande partie aux dernières mesures adoptées par les autorités monétaires du pays. Parallèlement aux mesures de la BRH, le gouvernement, via le ministère des Finances, a aussi adopté certaines mesures de restriction budgétaire qui ont répercuté favorablement sur la monnaie nationale, a précisé le grand argentier de la République, Michel Patrick Boisvert, citant en exemple l'élimination des dépenses non essentielles et le non-recours au financement monétaire dans le cadre de l'exécution du budget. Ces explications. Fini 30 septembre. Mais il y a une série de dépenses qui ne sont pas capables de faire. Et puis, l'autre avantage, nous-mêmes, nous bail, c'est que nous ne pouvons pas financer l'économie à partir d'accumulation d'arriérés. Je vais expliquer ça. C'est à partir d'accumulation qui ça? Accumulation d'arriérés que nous avons joué l'année dernière. Année ça, nous choisissons pour nous dépenser, ça nous gagne dans le cadre d'engagement nous prenons. L'on financé par accumulation d'arriérés, c'est là où fait toute institution, ou pas de quoi, institution continue à faire des dépenses, il y a pas acheté dans des fournisseurs. Fournisseurs lui-même, lui connaît, il a fait belle la vente, il vend les gens qui viennent demander l'acheter qui dans l'État. Et puis, dans la fin de l'année, pas de quoi, les gens ne va pas toucher. Si ça baille sur l'économie, c'est que les gens lui-même, le plus souvent, c'est l'engager. Bon, quand une institution financière, pour le prêter en cob, pour le faire business, il fait belle la vente, et puis, qu'on n'y a pas qu'à toucher. C'est belle la vente, mauvais règlement. Oui.
Donc c'est ça, les financements par accumulation d'arriérés. Nous-mêmes, nous choisissons, nous pas aller là-dedans. L'État a dépensé en fonction de ça que l'y rentrer dans la caisse. L'ascension constatée de la monnaie nationale face au dollar américain est due grandement aux mesures de sanctions infligées aux banques commerciales par la BRH, de l'avis de l'économiste Eddy Labossière. Au lieu des 47 millions de dollars injectés sur le marché des changes, le professeur Labossière a préféré mettre l'accent sur les pressions exercées par les membres de la population ces derniers jours pour forcer les responsables à stabiliser le taux de change. Eddy Labossière est à l'invité de Pacifique Matin. Suivant. Des facteurs et fondamentaux qui expliquent volatilité, changement et appréciation de la course. Le premier facteur là, c'est sanction. Ça, c'est notre dimension. Si on regarde de l'histoire économique récente d'Haïti, notre centrale clairement pour des sanctions contre des banques fautives. Et que j'ai déterminé tout l'échange là, c'est pas par le jeu de l'offre la demande. C'est sur une base spéculative. Comment c'est une base spéculative? Eh bien, les gars, on lui demande encore, bien fait, les gars du bon c'est temps, qui dépasse le taux affiché, de pouvoir accepter, pour accepter à faire le nouveau taux. Par exemple, si le table vend une goutte là, on dit à 105 gouttes pour $1. Vous comprenez? Donc, on met 50 millions. Il a dit, on fait pas 105 ans. C'est 107, c'est 108. Immédiatement que vous-même qui désirez accepter à 107 à 108 alors que c'est 130 qui est, le nouveau taux, le lendemain, le nouveau taux va être 107 ou 108. Deuxième facteur qui est tout aussi important, qui peut même faire facteur ça déterminant, c'est la prendre des systèmes en main. Parce que l'institution n'a pas aidé. Je prends des systèmes en ce sens que M. nous a passé par le peuple qui commence à faire manifestation. Il n'y a pas la peur des manifestations, mais que les gens à conformer parce que le peuple n'a pas prendre 120 gouttes. 125 gouttes, 150 gouttes, 200 gouttes pour nous. La population déterminée, il ne peut pas accepter que le banque impose ça. Il ne peut pas réussir à faire lui. Il y a cette population pour camper par des manifestations pacifiques. Je dis, monsieur, nous ne sommes pas capables parce que c'est spéculation à faire. Alors que l'opposition politique ne jure que par la transition, Jovenel Moïse dit mettre le cap sur les élections. Il annonce pour bientôt la publication des noms des nouveaux conseillers électoraux dans ses interventions publiques durant le week-end, notamment dans le cadre du dialogue communautaire tenu le dimanche 6 septembre. Le chef de l'État appelle la population à prendre son destin en main à travers son bulletin de vote. Les déclarations de Jovenel Moïse. Prochaine élection pas le fait, le conseil électoral qui presque fini. On ne va pas dire qu'il finit même. Dans la loi électorale là, il faut qu'il y ait un code qui mette PM dans le budget pour financer les partis politiques qui parlent dans l'élection. C'est trop bâton. Même l'État ça, nous fait tourner l'État peser sous ça, que nous-mêmes nous pesé, nous souci. Que nous prenons l'argent. Pour nous financer moun, pour prendre pouvoir, l'on finit pour nous diriger par derrière. Je dis à si moi nous te financer, nous disons ça. Coupez mais nous te bons là. Le président de la République, en présence du Premier ministre et des membres du cabinet ministériel, a procédé au lancement des travaux de construction du réseau électrique de la région métropolitaine de Port-au-Prince le samedi 5 septembre 2020. Ces travaux, selon le président de la République, rentrent dans le cadre de sa vision de doter le pays de l'énergie électrique 24/24. Cette construction est possible grâce au prêt de 157 millions de dollars octroyés par la République de Chine, a informé le chef de l'État qui s'en est pris au Parlement qui n'avait pas approuvé ce dit prêt. Écoutons le président Jovenel Moïse. Tout réseau, ça, on va le citer là, qui va construire à tout DG. On connaît des trois équipements pour acheter. Tant pis. Bah, aider à construire des trois pour moi tout. Si réseau, tant coup, dans le département de la Tibonite, ça veut dire là, on a parlé de 43 sites. Côté, nous allons construire des réseaux de distribution. Dans même comme Taïwan, non, peuple là. Pas oublié, non? Comme là, là, on a pour 150 millions. On a discuté encore. Il y a 20 millions pour toutes les villes provinciales. 130 millions pour Port-au-Prince. Mais à cause de 14 mois de dossier à faire dans le Parlement, prix pièce vient monter plus haut, Taïwan est obligé de mettre, OSCC est obligé de mettre 7 millions de dollars sur lui. Qu'on y a, et là, 7 millions, bon règlement, pas gâter les amis. Pour nous attendre, pour nous dire que, projet à faire pour 150, à passer 157, nous attendez. Il y a 7 millions en plus, côté, dans le niveau
l'État haïtien est obligé pour le travail pour payer 7 millions de dollars en plus. Là. Tout ça encore, moi demandé pour une rencontre qui fait pressé entre OSCC, équipe PAM, avec le ministre financier pour nous voir comment le problème ça pour résoudre. 20 millions de dollars ça nous va plus ça. Nous allons installer un réseau électrique dans Anse-Rouge, Terre-Neuve, ça c'est le département Latibonite. Dans le département centre, nous allons installer un réseau dans Saint-Calassous, Savanette. Dans le département Grandance, c'est l'équipe Oteloria. D'ailleurs, c'est l'équipe mal dans tout le département qui est dans le pays, dans les affaires réseau électrique. C'est un coup de zone Grandance, c'est une zone qui est oubliée net. Nous avons Abricot, Anse-Deno, Beaumont, Bonbon, Chambellan, Corail, Dame-Marie, Mafran, Moron, Pestel, Roseau, Île-Caïmite. Ça veut dire, nous dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 communes. Est-ce que nous comprenons ça, mes amis? 12 communes sous 14. Seule commune qui va là, c'est Jérémy avec les Iwa. Ça veut dire un pays qui a 217 ans d'indépendance. Quand on département, il y a des gens qui vivent dans 12 communes dans le département, par exemple, un bout de fil électrique. Ça va dire personne. De son côté, le directeur général de l'EDH, Michel Présumé, a fait savoir que ce projet va améliorer considérablement la performance de l'EDH. Ce chantier contient la construction d'une ligne de haute tension aérienne, 4 nouvelles sous-stations et la réhabilitation de 10 sous-stations. À cela s'ajoute la reconstruction de la sous-station de Delma, selon le DG de l'EDH, précisant qu'actuellement, la production propre de l'EDH ne représente que 30%, alors que la demande en énergie électrique dans la région métropolitaine dépasse nettement les 400 MW. Ces explications. Le projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique va coûter 157 millions de dollars américains et est financé par un prêt de la Exim Bank de la République de Chine, Taïwan. Il va permettre la réalisation dans le cadre d'un calendrier serré des travaux suivants. Construction d'une ligne haute tension aérienne de 115 kVA sur 52 km et d'une autre souterraine de 69 kVA sur 10 km. Construction de 4 nouvelles sous-stations, réhabilitation de 10 sous-stations, reconstruction de la sous-station Nouveau-Delma et réhabilitation du poste de dispatching. La construction de 43 micro-réseaux électriques, solaires et thermiques à travers le pays. Le but recherché par le président de la République est de créer les conditions pour mettre le pays sur la voie de la modernité en l'équipant de l'une des infrastructures économiques la plus importante pour son développement. Nous espérons que tout le monde mettra du sien pour permettre la réalisation de ce grand projet qui va satisfaire les besoins d'électricité de tous les Haïtiens, de se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Restez branchés, l'actualité internationale. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Assassinat de Jamal Khashoggi, 8 peines de prison prononcées, les 5 peines capitales annulées. La justice saoudienne a condamné lundi 7 septembre à des peines allant de 7 à 20 ans de prison 8 accusés jugés pour leur implication dans la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie, rapporte la chaîne de télévision Al Arabiya. 5 accusés ont été condamnés à des peines de 20 ans de prison. Un autre s'est vu infliger 10 ans de réclusion. Les 2 derniers ont écopé d'une peine de 7 ans, précise la chaîne de télévision publique Ekbaria. Les condamnés n'ont pas été identifiés. En décembre dernier, 5 condamnations à mort avaient été prononcées lors du verdict préliminaire du procès et 3 autres accusés avaient été condamnés à la prison ferme. Celui rendu lundi est définitif, précise Al Arabiya. À la suite de cette annonce, les réactions ont été nombreuses. Le procureur saoudien a joué un nouvel acte dans cette parodie de justice, a réagi sur Twitter la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions sommaires, Agnès Calamar, selon qui ces verdicts n'ont aucune légitimité ou morale.
Reporté par le Covid-19, le procès d'extradition de Julian Assange reprend à Londres. Le procès en extradition de Julian Assange reprend après plusieurs mois d'une interruption prolongée par la pandémie du nouveau coronavirus. La justice britannique rouvre lundi 7 septembre la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réclamé par les États-Unis, qui veulent le juger pour la diffusion de centaines de milliers de documents confidentiels. L'Australien de 49 ans est poursuivi notamment pour espionnage par la justice américaine pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak ainsi qu'en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison. Les États-Unis reprochent au fondateur de Wikileaks d'avoir mis en danger des sources des services américains. Les avocats d'Assange dénoncent quant à eux une procédure politique fondée sur des mensonges. Avant la reprise à Londres de l'audience qui doit durer 3 ou 4 semaines, ses soutiens ont appelé à une manifestation devant la cour criminelle de l'Old Bailey lundi matin. Julian Assange est actuellement emprisonné à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, où ses conditions de détention ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture. Le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé-Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Restez branchés la télévision Pacifique pour la suite de la programmation et bonne semaine en notre compagnie.